Et merci à vous, merci à la NRT pour cette initiative, pour cette première occasion d'échanger, car en effet, le sujet est extrêmement complexe et nécessite de mobiliser de nombreux acteurs. On voit bien dans le chat que beaucoup de personnes ont envie de dire des choses. Alors, je suis vraiment ravie d'animer cette première table ronde, effectivement, que nous avons intitulée Retour d'expérience croisée, le quartier des Lumières à Saint-Denis. Parce que, en effet, nous allons vous présenter une application très concrète de ces techniques d'ACV à l'éco-conception, la future conception, puisqu'on arrêtera de dire éco-conception, d'un projet urbain, avec le point de vue d'une entreprise de la construction, donc Vinci. Nous aurons également le point de vue des chercheurs de différentes disciplines, puisque nous avons 3 écoles, l'école des mines de Paris, l'école des ponts et AgroParisTech, qui interviendront. Ils travaillent ensemble depuis de très nombreuses années sur ces sujets avec Vinci. Et enfin, une collectivité, en l'occurrence Plaine Commune, où se trouve précisément ce quartier des Lumières. Donc, vous aurez 3 moments pour poser des questions. Donc, j'espère qu'on ne dépassera pas trop. Juste après l'introduction de Vinci, ensuite après l'intervention des 3 chercheurs qui sont regroupés, et enfin après l'intervention de Plaine Commune. Donc, pour cela, évidemment, je vous invite à utiliser le chat ou les mains levées. Et nous commençons tout de suite avec Maxime Trocmé. Maxime est directeur déploiement R&D chez Vinci. Oui, tu peux allumer ta caméra et ton micro, merci. Il travaille notamment sur la digitalisation des chantiers, sur l'efficacité énergétique des bâtiments, la biodiversité urbaine. Il est également pilote du laboratoire recherche environnement. Maxime, peux-tu nous décrire le cadre et disons la genèse du travail que les chercheurs vont présenter à Plaine Commune? Oui, alors effectivement, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Oui, très bien, Parfait. oui, merci. Bonjour à tous, merci Valérie pour l'animation de cette table ronde. Merci à la NRT de nous donner la parole pour partager sur nos travaux. Donc effectivement, moi je travaille chez Vinci depuis bientôt une quinzaine d'années sur des sujets de R&D et d'environnement. On fait assez peu de R&D dans le BTP, dans le sens où les projets qu'on mène sont souvent des prototypes. Je pense par exemple, on a quelques projets emblématiques comme le sarcophage de Tchernobyl qu'on ne considère pas comme de la R&D, mais qui, je pense, dans d'autres industries pourrait être considéré comme tel. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, on a deux gros sujets qui poussent nos entités à faire de la R&D dans leur cœur de métier, qui sont le digital et l'environnement. Et donc pour cela, on a, comme c'est le cas sur nos projets, notamment d'entreprise générale, on a une vraie culture du partenariat pour ces questions de recherche, que ce soit sur le digital ou l'environnement. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du Lab Recherche Environnement, qui est un partenariat donc avec 3 écoles de ParisTech, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Alors les 3 écoles en question, elles ont été citées par Valérie. On a l'école des mines, qui travaille sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments et qui, suite à ces travaux, s'est aussi rapidement intéressé aux outils d'analyse de cycle de vie. Et donc l'école des mines est précurseur sur ces questions d'analyse de cycle de vie du bâtiment. Et dans le cadre des travaux du Lab Recherche Environnement, les travaux qui étaient menés sur l'ACV à l'échelle du bâtiment ont été ensuite étendus à l'échelle du quartier. Ces questions d'efficacité énergétique des bâtiments, elles sont vraiment clés dans le sens où les bâtiments, quand on regarde au niveau mondial, c'est 40% des consommations d'énergie et 40% des émissions de gaz à effet de serre. On a également AgroParisTech qui travaille sur les questions de biodiversité. Donc ça a été évoqué tout à l'heure également, hein. C'est un sujet qui est vraiment clé, tant sur les infrastructures qu'en ville. Et donc, en ville, on développe par exemple des approches d'évaluation de la performance en matière de biodiversité. Et ça va maintenant jusqu'à les outils d'analyse de cycle de vie pour évaluer l'impact sur le cycle de vie d'installations, par exemple, d'agriculture urbaine, qui est aussi un point fort d'AgroParisTech. Et enfin, on travaille avec l'école des ponts. L'école des ponts travaille sur les questions de mobilité. Alors, historiquement, la mobilité, c'était
évaluer le bon fonctionnement d'une grande infrastructure de mobilité, comme par exemple une autoroute, une nationale, un système de transport comme le RER ou le métro, euh, en évaluant les différents flux de mobilité. Et progressivement, l'école des ponts s'est aussi amenée à travailler sur l'analyse de cycle de vie de la mobilité, et donc prendre en compte l'impact que va avoir, par exemple, la maintenance d'une infrastructure sur le bon roulement des véhicules, et donc sur l'impact environnemental qui sera généré par les véhicules. Et donc ça aussi, ce sont des approches qui sont tout à fait nouvelles. Le lab, sa particularité, c'est qu'on est sur un projet de mécénat scientifique. Alors là, je m'adresse à beaucoup de sachants, j'imagine, sur les questions de recherche à la NRT. Donc, ce qui est pratique avec le mécénat scientifique, c'est qu'on n'a pas toutes les questions de propriété intellectuelle qui parfois sont compliquées dans ces partenariats. Le mécénat scientifique, ça veut dire que les résultats de ces travaux de recherche sont accessibles à tous. En fait, le format du lab, c'est une chaire. D'ailleurs, avant, ça s'appelait comme ça. J'y reviendrai après. Euh, et donc, ce format de mécénat scientifique, il s'explique pour une raison principale, qui est que, euh, en fait, les entreprises de Vinci, et notamment dans le contracting, donc Vinci Construction, Eurovia, Vinci Énergie, sont très souvent positionnés dans les projets en aval de la chaîne. Par exemple, dans le bâtiment, nous, un des cœurs de métier dans le bâtiment, c'est d'exécuter, de construire un projet de bâtiment qui a par ailleurs été conçu en amont par un maître d'ouvrage qui a fixé un programme, par un architecte qui en a donné la forme. Parfois, quand on est à l'échelle du quartier, ça va être l'urbaniste qui est intervenu. Ensuite, il y a une maîtrise d'œuvre qui a dimensionné l'isolation, l'acoustique, j'en passe des meilleurs, le système de chauffage et de climatisation. Et nous, on intervient en bout de chaîne. Donc, quand on a ce positionnement-là, on ne peut pas développer uniquement nos approches d'évaluation environnementale et dire qu'on a raison en bout de chaîne. On louperait la plupart des opportunités et des leviers de réduction de l'empreinte environnementale. Si je reviens à mon exemple de bâtiment, on a des gros leviers, notamment à l'échelle de la forme architecturale des projets. Et donc, on a besoin d'outils qui soient partagés. Donc, les entités de Vinci, elles sont impliquées dans ce programme de mécénat. Quelque part, elles donnent aux chercheurs leurs projets en terrain d'expérimentation, projets de bâtiment, projets d'infrastructure, j'en passe et des meilleurs. Et donc, les résultats qui sont produits par les équipes de recherche sont ensuite partagés à l'ensemble des acteurs de la ville. C'est un programme qui a maintenant 12 ans. En tout, on a mené 45, quand on fait le compte à date, on est à 45 projets de recherche. Principalement, ce sont principalement des doctorants qui travaillent dans ces différents labos. On a chaque année entre 50 et 100 salariés de Vinci qui sont impliqués directement dans les travaux de recherche, donc qui vont faire ces retours d'expérience ou donner accès au terrain aux chercheurs. Et puis, on a toute une série d'événements que je vous invite à suivre sur soit notre site internet, soit notre communauté LinkedIn, qui réunissent environ 1000 personnes par an. Et dans ces 1000 personnes, il y a la moitié qui sont Vinci et l'autre moitié qui sont des partenaires, des bureaux d'études, des donneurs d'ordre, etc. Un des gros sujets qu'on a, maintenant que ces sujets environnementaux sont vraiment au cœur des attentes des clients, enfin sont vraiment maintenant au cœur du business, c'est de travailler sur le transfert des connaissances, et ce sera un peu le mot de la fin de cette conclusion. Et ce transfert, on le traite d'une façon classique, dans le sens où on a par exemple l'école des mines, dont l'outil d'ACV et de modélisation d'efficacité énergétique est largement diffusé. Donc, il y a entre 2500 et 3000 utilisateurs en France. On le traite de façon un peu plus nouvelle quand Vinci Construction s'allie à AgroParisTech pour diffuser les outils d'évaluation de la biodiversité en ville à travers une structure qui s'appelle Urbalia. Mais on le traite aussi sous l'angle, et c'est pas un gros mot, hein, de la communication et du marketing. Hein,
le grand sujet pour la séquence actuelle, moi, qui m'a été demandé par la direction générale, c'est d'arriver à faire à l'époque, ça s'appelait la chaire éco-conception, donc du share to market. Et un gros sujet qu'on a mis en place, c'est d'arriver à mettre en place un dispositif qui maintenant s'appelle le Lab Recherche Environnement, qui a vocation, en plus de cette excellence scientifique des chercheurs, à diffuser au maximum les travaux de façon la plus simple possible pour toucher un maximum d'acteurs dans le monde du BTP. Tout à l'heure, c'est Philippe Osset qui parlait d'outils d'aide à la décision. Et donc, effectivement, les outils d'ACV, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce sont des outils qui sont assez complexes. Et au final, on est souvent dans des débats d'experts, alors que quand on parle d'outils d'aide à la décision, ce qu'on veut toucher, in fine, ce sont les décideurs. Et les décideurs, ils n'ont pas forcément ni le temps, ni l'opportunité d'aller dans le détail des rouages des outils. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment on peut tirer des grandes tendances à partir des travaux qui sont menés. Et je vais donner un exemple, c'est moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions d'efficacité énergétique du bâtiment, c'était en 2006, et on parlait de bâtiments verts sans trop savoir de quoi on parlait, en disant, bah voilà, un bâtiment vert, c'est un bâtiment qui va avoir des matériaux recyclés, du bois, j'en passe et des meilleurs, et on passait complètement à côté de la phase d'usage du bâtiment qui est archi prépondérante dans sa performance environnementale, notamment la performance carbone. Et donc, le fait que l'ACV arrive progressivement dans nos métiers a permis de faire évoluer les réglementations vers des réglementations et vers des prises en compte du sujet qui touchent plus l'usage de ces projets. Et, euh, et donc, on a beaucoup travaillé depuis une quinzaine d'années dans le bâtiment sur la réduction de la consommation énergétique des bâtiments qui permettent vraiment d'en améliorer l'empreinte environnementale. Et finalement, cette pensée analyse de cycle de vie, même si c'est pas faire des analyses de cycle de vie partout, elle a permis d'aller dans la bonne direction. Et on espère que c'est une direction qui sera maintenue, notamment avec la réglementation environnementale 2020 qui introduit, elle, l'outil d'analyse de cycle de vie, mais on pourrait débattre de la bonne application des notions d'analyse de cycle de vie. Donc, on a cet enjeu de transfert des connaissances en développant des approches de diffusion des connaissances plus simples et plus abordables. C'est pour ça qu'on s'est transformé en lab cette année. Et dernier Merci, gros Maxime. sujet de transfert, ce sont les projets démonstrateurs. Et donc, on encourage de plus en plus ces projets de démonstrateurs des outils, et c'est notamment le projet qui va vous être présenté par Bruno, le projet des Lumières, qui a eu lieu dans le cadre d'un démonstrateur industriel de ville durable qui s'appelle Rêve de scène urbaine, dans lequel Vinci est très impliqué. Est-ce que tu peux utiliser les 30 dernières secondes qu'il te reste pour en dire un tout petit peu plus sur comment Vinci se positionne sur justement RE 2020? Sur les autres questions, justement, le lien entre modélisation et impact, on va en parler juste après dans le retour d'expérience à pleine commune, mais sur une question, je dirais, plus générale, hein, Vinci et RE 2020. Bah, oui, rapide. RE 2020, globalement, en France, la réglementation, au fil des années, tire les projets vers le haut. Je pense que on peut dire que un bâtiment neuf français, il est probablement dans les meilleures pratiques en matière de performance environnementale au niveau mondial. Donc il faut en être, je pense, très satisfait. Après, sur la réglementation 2020, il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'introduire cette notion d'analyse de cycle de vie. Après, comme je l'ai dit, le sujet, il est d'en faire bon usage et de ne pas perdre finalement l'apport qu'ont eu les scientifiques à pousser cette démarche d'analyse de cycle de vie. Je vais juste donner un exemple. C'est un exemple que Bruno aussi, sur lequel Bruno pourra largement aussi développer. On entend souvent dire en ce moment que maintenant que les bâtiments sont très performants, la part des matériaux devient prépondérante dans le cycle de vie.
Et donc, notamment, on voit souvent les graphiques qui disent maintenant les matériaux, c'est 60% du bilan carbone d'un bâtiment et l'usage a énormément baissé. Sauf qu'en fait, on compte pas tout dans l'usage. On compte des usages complètement optimisés. Donc, on va considérer que les gens se chauffent à 19 et puis à 16 quand ils ne sont pas là, alors que dans la vraie vie, une grand-mère va plutôt se chauffer à 22, 23, ou même quelqu'un de normal va se chauffer peut-être à 21 et va pas forcément penser à éteindre son chauffage en partant. Et puis en ce moment, les gestes barrières, c'est d'ouvrir les fenêtres pour faire de la bonne aération, donc ça a un impact aussi sur l'usage. On prend en compte que le bâtiment, il a une durée de vie de 50 ans, ce qui est complètement incroyable, alors que quand on construit un bâtiment, souvent, par exemple, sur les Eurocodes, on est sur des durées de vie qui peuvent avoir, on peut viser 200 ans de durée de vie. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de données d'entrée dans les outils qui sont peut-être pas forcément bien calibrées par rapport à la réalité. Et donc, cette réglementation environnementale 2020, globalement, comme les autres, elle tire tout ça dans le bon sens. Très Mais il bien. faut faire attention à ne pas perdre de vue que c'est juste une réglementation, c'est un coup de tampon. Il faut aussi concevoir les bâtiments pour leur usage réel. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Et notamment, et je vais finir là-dessus parce que je passe les 30 secondes, Oui, là, il y a un concept, quand on parle d'analyse de cycle de vie, qui est clé, qui est celui de l'unité fonctionnelle. Ça veut dire qu'est-ce qu'on optimise environnementalement parlant, parce qu'il faut pas perdre ça de tête. C'est pas une fin en soi, là, on optimise pour un usage donné. Et donc, il faut pas perdre en compte le vrai usage des choses. Et donc, la réglementation environnementale 2020, c'est très bien, mais il faut aussi prendre en compte la réalité. Et dans la réalité, la bien. part usage matériaux, elle est probablement plutôt à 40-60 qu'à 60-40. Merci beaucoup, Maxime. Peut-être que Nadège pourra nous envoyer les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors, Oui, ouais, pendant que Bruno, Cyril et Jean-Roger installent leur présentation, je dirais simplement, je rappellerai que Bruno Peportier est directeur de recherche au Centre Efficacité énergétique des systèmes de Mines ParisTech. Il anime l'équipe éco-conception et thermique des bâtiments. Il est titulaire de cette chaire dont nous venons de parler. Cyril François est également chercheur, mais cette fois à l'École des Ponts, au sein du laboratoire Ville Mobilité Transport. Et il mène des recherches, lui, sur les enjeux environnementaux associés à la mobilité quotidienne. Et enfin, Jean-Roger Estrade, il est professeur d'agronomie à AgroParisTech. Il est président du département sciences et ingénierie agronomique, forestière, eau, environnement de cet établissement. Et c'est un spécialiste des systèmes de culture en agriculture durable. Voilà, on commence avec Bruno Peportier et la présentation. Merci à vous. Bonjour, merci Valérie. Je ne suis pas sûr que ma présentation s'affiche. Pour l'instant, on ne la voit pas. Ah, alors, c'est embêtant. D'habitude, ça marche. Oui. J'appuie sur la petite icône, ça me met partager du contenu, mais rien ne se passe. alors je peux essayer de le faire pour vous. Je vais voir si Alors, j'arrive à charger. Une seconde. Ah si, la voilà. Est-ce que c'est vous? C'est la vôtre? oui, Oui, c'est celle-ci, oui. bon, ça a Vous la fini par voyez? marcher. Très Donc, bien. ok. Alors, Elle n'est pas en grand écran Non, et mais je crois les que ça notes, marche pas, ça. oui, mais peut-être on peut baisser au moins les notes qui prennent beaucoup de place. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah oui, je vais essayer de faire quelque chose. parce que c'est une moitié d'écran là pour le moment. Oui, oui, d'accord. Est-ce que ça va Voilà, mieux? impeccable. Merci. Bon, merci. Alors, effectivement, on a prévu de vous parler d'un projet concret puisque c'est une chaire interdisciplinaire. Il y a des gens des transports, de l'agriculture, des bâtiments ou de l'énergie. Et une manière de se comprendre, c'est de travailler sur un projet concret. Et donc, on a choisi pour cette séquence de 5 ans de la chaire, donc la troisième séquence de 5 ans, grâce à l'intérêt de Pleine Commune sur ces travaux de démonstration avec un démonstrateur de la ville durable. On a choisi ce projet Les Lumières qui est à Saint-Denis près du carrefour Pleyel avec une vingtaine de bâtiments, donc des bureaux, des logements, un hôtel, une résidence universitaire et puis des voiries et des espaces verts.
Donc, l'idée de ce projet de recherche, c'était d'appliquer l'analyse de cycle de vie en phase amont, parce que si on l'applique simplement pour vérifier le respect d'une réglementation, c'est bien, mais je dirais que le projet est déjà fini et on ne peut plus utiliser l'ACV pour l'aide à la décision. Et donc, l'éco-conception, c'est intéressant, d'autant plus qu'on utilise ces outils en phase amont, là où les décisions ont le plus d'influence sur les performances environnementales. Donc là, c'est l'aménageur a déjà élaboré un plan masse, mais avant la conception architecturale, eh bien, il s'agit de comparer des variantes. Donc, on a commencé par élaborer une maquette numérique de ce quartier avec un certain nombre de bâtiments et les liens entre ces bâtiments. Et on a donc évalué un premier projet sur la base des données de l'aménageur. Et pour l'évaluer, eh bien, on l'a comparé à des références. Donc, on a fait des milliers de simulations, plusieurs dizaines de milliers, avec un échantillon de bâtiments entre les bâtiments haussmanniens, les HLM des années 60 ou des bâtiments à énergie positive, donc pour situer les impacts environnementaux entre les meilleures pratiques, donc par exemple les émissions de CO2 par mètre carré et par an, qui sont à peu près à 10 kg par mètre carré et par an au minimum, et puis les pratiques où on a des bâtiments non isolés qui peuvent monter au-delà de 100-120, et puis donc ce projet se situe comme ça entre ces références, et on essaye de l'améliorer en comparant différentes variantes. Et pour l'améliorer, ben, c'est intéressant de se demander quelles sont les principales contributions aux impacts. Est-ce que c'est les matériaux? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est les déchets ou l'eau? Et en particulier, à quelles étapes on émet le plus de polluants? Est-ce que c'est pour fabriquer ces matériaux de construction? Est-ce que c'est à l'utilisation? Et en général, sur la plupart des indicateurs environnementaux, eh bien, l'utilisation reste très importante. Pour autant, effectivement, qu'on ait des hypothèses réalistes sur l'usage réel et la durée de vie réaliste des bâtiments. Bon, sur les déchets, la phase évidemment de déconstruction est importante. Alors, on peut comparer des variantes, ce qu'on a fait avec différents niveaux de performance énergétique, de recours aux énergies renouvelables ou de matériaux biosourcés, avec donc différents indicateurs environnementaux, pas seulement le CO2, hein, puisqu'on essaye d'éviter le transfert d'impact d'un impact à l'autre. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la conception est importante, on peut réduire les impacts, mais aussi l'usage. Dans ce quartier très dense, par exemple, il va être difficile d'intégrer des énergies renouvelables locales. Les surfaces de toiture pour le photovoltaïque sont limitées par rapport au nombre d'étages. Et donc, impliquer les habitants pour qu'ils choisissent, par exemple, un fournisseur d'énergie, une coopérative énergie renouvelable, ça peut être complémentaire de ce qu'on peut faire en conception et en construction. Et puis, un aspect de recherche aussi, c'est de se demander quels sont les principaux contributeurs aux impacts sur la santé, aux dommages sur la santé. Et donc, eh bien, sur le cas de ce projet, il ne faut pas forcément en faire une généralité, hein, et avec les méthodes de calcul que nous avons utilisées, eh bien, les aspects de toxicité semblent importants en complément du changement climatique ou des particules fines. Alors, l'analyse de cycle de vie permet de réduire les impacts environnementaux, mais il faut s'assurer aussi que les bâtiments soient vivables et en particulier résistent aux canicules. Donc là, c'est une simulation qui a été effectuée avec une séquence climatique qui correspond à la canicule de 2003. Donc la mode actuelle, c'est de construire tout en bois avec la RE 2020 qui encourage à cela, et donc dans une certaine mesure c'est très bien, mais peut-être faut-il compléter ce matériau bois avec de l'inertie thermique
Parce que si la maison est très légère, si le logement est très léger, eh bien, en période de canicule, on peut monter à plus de 30 degrés, alors que si on a plus d'inertie, rester à 28, c'est encore supportable avec un ventilateur, alors qu'à 30 degrés, ben, les gens risquent d'aller au magasin de bricolage acheter un petit climatiseur, et du coup, on aura perdu tout l'intérêt de cette conception entre guillemets bas carbone. Donc l'analyse de cycle de vie ne fait pas tout, et sans doute faut-il la compléter par d'autres outils. Donc voilà pour les bâtiments, et je laisse la parole à Cyril pour parler de la mobilité. Merci Bruno. En effet, moi dans mes travaux, c'est l'évaluation et la simulation des pratiques de mobilité. Je te laisse passer à la slide suivante, Bruno, s'il te plaît. Et à l'échelle d'un quartier, la contribution des transports est loin d'être négligeable. C'est ce que révèlent certaines des études. Ça peut aller jusqu'à la moitié des impacts dans certains cas, même plus si pour coup les bâtiments sont plutôt optimisés alors que la mobilité ne le serait pas. Une des spécificités de la mobilité, ça va être sa forte disparité spatiale et sociale en termes de choix modaux, de distance parcourue, de technologie utilisée. C'est ce qu'illustre le petit graphique en bas à droite avec les parts modales pour les déplacements domicile-travail en Île-de-France, dans Seine-Saint-Denis ou en Paris intramuros, où on peut voir qu'il y a des vraies variations en fonction du lieu de domicile. Et dans le cas particulier du quartier qu'on évalue, c'est un quartier qui va se situer à côté d'une future gare du Grand Paris Express, où se retrouveront donc la ligne 14, 15, 16 et 17. Donc vraiment un gros pôle d'accès au transport en commun, où on peut donc imaginer un usage du transport collectif important. Je te laisse passer à la slide suivante, Bruno. Donc pour évaluer les impacts en analyse du cycle de vie de cette mobilité, on va se situer donc plutôt sur une approche système, c'est-à-dire qu'on va considérer l'ensemble des mobilités des gens qui vont venir et habiter dans ce quartier, avec les différents modes de transport, la voiture, les modes doux, les transports collectifs. Et surtout, on va considérer le quartier dans son système urbain, c'est-à-dire connecté avec les autres zones avoisinantes, le système de transport qui existe. Et pour cela, on utilise des modèles économiques et des modèles sociaux de transport et de mobilité. Et pour faire cette évaluation, on se base pour coup sur on va dire les couches inférieures, c'est-à-dire l'évaluation des services, donc les services de transport en voiture ou les services de transport en transport public, qui eux-mêmes se basent sur l'évaluation plutôt des produits, c'est-à-dire les véhicules, les carburants, les gaz d'échappement. Et donc pour ça, les données de base, c'est des données génériques, donc la base EcoInvent ou le modèle d'émission Copert, qui vont permettre de justement faire l'évaluation de ces services de déplacement, soit en voiture, soit en transport collectif. Je rappelle le cadre qui est donc du berceau à la tombe, avec l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, mais aussi l'ensemble du cycle de vie lié à la production des énergies, des carburants, et aussi l'ensemble du cycle de vie des infrastructures de transport, les routes, mais aussi l'ensemble des tunnels pour les métros, par exemple, qui aussi sont finalement très impactants. Et donc là, je vous présente le bilan en carbone pour une voiture moyenne d'Île-de-France en véhicule kilomètre, et aussi pour un passager kilomètre moyen sur le réseau de transport public d'Île-de-France. Merci Bruno, quelle réactivité. Donc cette partie, on va dire que j'ai présentée sur les impacts, la quantification CO2 des services est une chose, mais il faut surtout modéliser la mobilité des gens qui vont venir dans ce quartier. Et donc pour ça, on a construit un modèle statistique emboîté à 2 étapes. Donc dans le premier, par des caractéristiques du quartier en termes de nombre de logements qu'on va venir implanter, le type de logement qu'on va venir mettre, est-ce que c'est des HLM, est-ce que c'est plutôt des logements de grande ou de petite taille, le nombre d'emplois qu'on va y mettre, et le type d'emplois qui vont venir, est-ce que ici c'est plutôt des bureaux qui vont venir s'installer, et aussi combien de parkings vont être mis à disposition pour les logements et pour les emplois. À partir de ça et du modèle statistique basé sur l'INSEE, on va pouvoir caractériser les agents qui vont venir vivre et travailler dans ce quartier avec des informations relativement fines là-dessus, sur leur âge par exemple, le type, les caractéristiques socio-professionnelles, est-ce qu'ils disposent ou non d'un véhicule, est-ce qu'ils disposent ou non d'un parking, d'un abonnement transport collectif. Et ensuite, on arrive dans le deuxième modèle statistique qui est basé par contre sur des données de mobilité de l'enquête globale de transport de l'Île-de-France, qui vont permettre pour chaque agent de déterminer quelle mobilité
il va avoir, et donc quel usage des services de transport public et des services de véhicules personnels il va avoir au quotidien pour se déplacer. Je te remercie Bruno de passer à la suivante. Et donc, dans notre cas d'étude, on peut déterminer que pour les résidents, les déplacements vont principalement se réaliser à pied, avec une distance moyenne de 10 km par jour, avec un usage relativement quand même important de la voiture, alors que pour les employés, ça sera plutôt un usage des transports collectifs avec une distance domicile-travail d'environ 8 km. Et cela va nous permettre derrière de savoir combien de véhicules kilomètres et de passagers kilomètres vont être réalisés pour faire notre évaluation environnementale. Donc ici, on arrive à des bilans par résident par jour à un peu plus d'1 kg de CO2 équivalent. Et pour les employés, c'est à peu près 1,6 kg de CO2 équivalent. Et on peut derrière approfondir les analyses, à la fois sur d'autres indicateurs, bien évidemment, mais aussi faire de la sensibilité et de se rendre compte de l'influence de l'accès du parking pour les résidents, mais aussi des différences qu'il peut y avoir entre des résidents vivant dans des logements en HLM ou dans des logements privés. Donc, il peut y avoir une logique d'éco-conception derrière sur le type de logement qu'on met à disposition. Pareil pour les employés. Bruno, si tu peux passer à la slide suivante. Et donc, quand on va arriver au final à faire le bilan, pour le coup ici le bilan carbone que je fais à l'échelle d'un quartier, on va pouvoir déterminer que par jour, la mobilité, c'est à peu près 14 tonnes de CO2 équivalent par jour, soit si on ramène par mètre carré à peu près à 23 kg de CO2 équivalent. Et là, on peut tout à fait comparer avec les résultats que Bruno nous ont présentés avant, où on se rend compte que 23 kg de CO2 équivalent, c'est à peu près le même niveau que les impacts que Bruno a évalués. Donc ça montre finalement le poids important du transport lorsqu'on va faire l'évaluation de la vie d'un quartier. Et pareil, on va se rendre compte qu'il y a une vraie différence entre des zones plutôt axées résidentielles ou les zones plutôt axées sur les bureaux. Et le graphique en dessous, c'est donc l'analyse multicritère des contributions des voitures et des transports collectifs pour les résidents et les employés. Et là, on voit aussi le rôle très majeur de l'usage de la voiture, notamment de la voiture par les employés dans ce quartier, sur quasiment l'ensemble des indicateurs d'analyse de cycle de vie. Je te laisse passer à la slide suivante, Bruno. Donc, à partir de ça, on a donc pu faire aussi donc, des scénarios d'optimisation et on va dire de la mobilité, avec du covoiturage, améliorer le taux d'abonnement des transports collectifs pour les employés, mettre peut-être plus de parking pour les employés, essayer de relocaliser, c'est-à-dire on a fait le choix initialement de localiser ce quartier à Saint-Denis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il si on le mettait à Marne-la-Vallée, par exemple? On va se rendre compte qu'il y a un impact très significatif de la localisation sur justement les impacts de la mobilité, ou encore d'autres scénarios sur l'électrification ou les catégories socio-professionnelles présentes. Et donc, je passe à la dernière slide, Bruno. Et donc, pour conclure, je rappelle donc, le rôle important des transports à l'échelle d'un quartier, et notamment la grande sensibilité aux caractéristiques socio-économiques. Donc, je vais montrer par exemple les HLM et les logements privés, mais aussi spatial. Et donc, la perspective pour nos travaux, ça va être maintenant de modéliser, d'évaluer des nouveaux services de mobilité. Donc, là, l'étude s'était focalisée beaucoup sur les transports collectifs et la voiture. Maintenant, ça va être de rajouter plus de nuances, c'est-à-dire l'autopartage, les vélos libre-service, les micro-mobilités, et aussi de pouvoir améliorer nos modèles de mobilité en développement, notamment ce qui se fait actuellement, un modèle multi-agent, MATSIN, c'est ce qui se développe actuellement dans notre équipe, mais aussi en utilisant des données peut-être plus à jour et plus récentes de mobilité avec de nouvelles enquêtes de mobilité. Et je vous remercie. Merci Bruno. Merci Cyril, et donc je vais passer la parole à Jean sur les aspects biodiversité. Bonjour à tous et à toutes. J'allume ma caméra. Donc, Bruno l'a dit dans sa conclusion, la CV ne fait pas tout. Il y a des outils complémentaires qui permettent une évaluation plus fine des impacts environnementaux des quartiers. Et dans ce domaine-là, la biodiversité joue un rôle très important. Monsieur Roux, en introduction, a bien montré qu'il était important. Attends un petit peu, Bruno. Il était important de considérer et de s'inquiéter de l'effondrement de la biodiversité qu'on observe actuellement et qui est vraiment un problème préoccupant. Et ainsi, le souci d'intégrer l'évaluation de cette biodiversité dans le processus d'éco-conception d'un quartier n'est pas seulement motivé par le désir de créer pour les citoyens un cadre de vie plus agréable ou de bénéficier d'un certain nombre de services écosystémiques rendus par cette biodiversité, par la nature en ville en général. Dans chaque activité humaine, y compris en milieu urbain, il faut se préoccuper de préserver, si possible, restaurer la biodiversité.
Donc, dans cette perspective, nous avons au Lab Environnement Vinci ParisTech développé un outil d'évaluation. Là, tu peux passer maintenant à la diapositive suivante, Bruno. Nous avons développé un outil d'évaluation de la biodiversité complémentaire donc des approches ACV décrites précédemment et qui est destiné aux professionnels de l'aménagement avec un double objectif. Donc le premier est bien d'évaluer un potentiel de biodiversité dans un projet d'aménagement pour pouvoir arbitrer entre plusieurs variantes d'un même projet en les comparant sur la base de l'impact qu'ils vont avoir ces projets sur un état de biodiversité initial dans le quartier que l'on veut réaménager, ou alors également en termes de perspective pour des projets dont l'objectif serait, enfin, dont une des conséquences serait de restaurer la biodiversité. Donc, le deuxième objectif de l'outil qu'on avait en tête en le créant, c'était, et ça, je pense que c'est très important aussi, d'offrir un outil facilement abordable par les non-professionnels de l'écologie, tout en étant basé sur une approche rigoureuse et scientifique de l'évaluation des écosystèmes urbains et de la biodiversité qu'ils supportent. L'impact d'un projet sur la biodiversité urbaine doit être, donc encore une fois, facilement évaluable et surtout permettre, je l'ai dit un peu avant, mais j'insiste là-dessus, de comparer un certain nombre de projets. Alors, diapositive suivante, s'il te plaît, Bruno. Les 5 indicateurs de mesure ont été sélectionnés dans cet outil, et non seulement pour évaluer l'impact sur la biodiversité, mais également pour faciliter l'identification des leviers d'action qui pourraient être mis en œuvre pour améliorer tel ou tel aspect lorsqu'il est jugé insatisfaisant. Donc chaque indicateur qui a été retenu pour cet outil répond à un enjeu écologique important pour traiter en milieu urbain les problématiques liées à la préservation ou à l'entretien ou à la restauration d'un état écologique satisfaisant finalement. Et chacun de ces indicateurs, que ce soit dans sa conception ou dans la manière de l'évaluer, repose sur une approche théorique de l'impact écologique des aménagements urbains sur différentes dimensions. Donc les indicateurs apparaissent là à l'écran. Ils portent sur la perméabilité des sols, un élément tout à fait majeur et actuellement pour favoriser la contribution à l'entretien de la qualité des milieux aquatiques. Un deuxième indicateur porte sur la proportion d'espaces végétalisés dans le quartier. Un troisième sur la diversité des habitats, c'était quelque chose d'absolument fondamental puisque dans notre approche, on considère que c'est l'habitat qui supporte la biodiversité par opposition à des approches qui auraient consisté à évaluer directement la diversité des espèces présentes et l'importance de leur population. Dans notre approche à nous, on a un angle d'attaque, si je puis m'exprimer ainsi, qui passe par une évaluation qualitative des habitats qui supportent eux-mêmes cette biodiversité, qui font partie de la biodiversité et qui supportent la biodiversité. Un autre élément important, et c'est le quatrième indicateur, porte sur la diversité des strates végétales. Et enfin, la connectivité intrasite est quelque chose de tout à fait important. La biodiversité dans un quartier, ce n'est pas quelque chose d'immobile. Les organismes vivants doivent pouvoir se déplacer, que ce soit pour se nourrir, pour se reproduire, bref, pour correctement exister dans le quartier. Et donc, la question des trames intrasites, des trames vertes et bleues, est tout à fait fondamentale. Donc, la combinaison de ces 5 indicateurs, et si tu peux, Bruno, passer sur la diapositive qui suit, la combinaison donc, de ces 5 indicateurs voilà, permet de représenter sous forme de diagramme les impacts de différents scénarios d'aménagement
est basé donc sur cette analyse multicritère de l'impact sur la biodiversité des différents scénarios, et l'outil permet également sur les différents critères, proposer des cartographies de ces critères qui permettent, là encore, de comparer ou simuler l'impact de différents scénarios. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation rapide de l'outil. Bien sûr, je pourrais répondre à des questions. Donc, l'objet de mon intervention était double. La première, c'est de montrer que voilà, la CV est un outil particulièrement fondamental, mais on a encore besoin de compléter ces approches par des outils qui portent sur des points plus précis de l'évaluation environnementale, des points précis de l'évaluation environnementale. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de montrer aussi qu'il est possible, sans aller dans des approches très très lourdes et très très complexes d'évaluation espèce par espèce de la biodiversité, donc en restant sur une approche tout à fait accessible, et en particulier par des non-écologues, il est possible donc d'évaluer l'impact sur la biodiversité d'un projet d'aménagement, de comparer plusieurs scénarios. Il ne reste plus qu'à appliquer cette approche au quartier des Lumières. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean. Je donc rends la parole à Valérie. Oui, donc on a pas mal de questions. Je vais en prendre une première qui est de Guillaume Bussato. Je pense que ça reste plutôt à Bruno, mais comment prenez-vous en compte l'impact de la qualité, ou plutôt de la non-qualité, de la mise en œuvre des solutions de construction-isolation, surtout pour la rénovation qui, selon les experts, est un enjeu encore plus important que pour la construction neuve? Oui, donc en fait, on mène des travaux de recherche sur ce qu'on appelle la garantie de performance, en particulier énergétique, où on aide les entreprises à, avec des calculs d'incertitude, pouvoir établir une performance que l'on peut garantir sans trop de risques, et ensuite développer des méthodes pour la vérifier. Ensuite, il ne suffit pas de mesurer les consommations, mais il faut aussi les relier à la météo et aux usages du bâtiment pour effectivement isoler dans ce qu'on appelle le gap de performance, ce qui provient de la mise en œuvre et ce qui provient, est-ce qu'il y a une année plus froide où on a eu plus besoin de se chauffer, ou est-ce que les personnes se sont chauffées à 22 degrés au lieu de 20 degrés. Donc c'est ces méthodes-là qui permettent de pouvoir prendre en compte la réalisation. Merci beaucoup. J'ai une question de Jean-Luc Descrimes. Je pense qu'elle est pour Cyril François. Je constate que l'impact des usages sont majeurs, bâtiments, transport, c'est aussi pour Bruno. Comment l'ACV prend en compte cet aspect? Quelle recherche sur l'effet de rebond qu'est-il envisagé sur la sobriété des usages, comme le conceptualise le scénario Négawatt? Oui, donc on travaille avec des sociologues, en fait. On ne les a pas mentionnés parce qu'ils sont en dehors des 3 écoles. On a aussi des partenariats. Il y a des appels à manifestation d'intérêt pour associer d'autres chercheurs dans d'autres domaines scientifiques. Et effectivement, bon, j'ai montré un petit peu le rôle de l'usage et des choix des habitants dans la performance. C'est valable effectivement pour toute une série de choix dans les bâtiments. À quelle température je me chauffe, est-ce que je prends des douches ou des bains, etc. Et je pense que Cyril aussi, dans le domaine des transports, prend en compte ces aspects-là. Effectivement, le choix et les pratiques d'usage sont très, très déterminantes, et elles évoluent, et c'est un peu une des choses à voir, c'est justement voir les évolutions dans le temps de ces usages, ce qui n'est pas forcément très facile à des fois à quantifier pour la mobilité, avec un recueil de données qui prend du temps. Mais on essaye de le faire au mieux, et c'est intéressant de voir justement des nouvelles pratiques arriver, le covoiturage qui se développe, du télétravail, des mobilités douces qui se développent aussi. Justement, on avait une question de Guillaume Bussato à Cyril.
avez-vous modélisé une étude de sensibilité à la part du télétravail, les retombées de En, notre situation? en soi, ça pourrait se faire, on pourrait le faire de façon très simple, c'est-à-dire juste supprimer un certain nombre de déplacements domicile-travail de façon pratiquement arbitraire, mais enfin, ce serait un peu trop grossier et finalement les études plutôt de sociologie sur la mobilité montrent qu'il y a des effets rebonds non négligeables des fois sur le télétravail, pas forcément en période Covid, mais en période classique. Typiquement, si vous télétravaillez, vous gagnez du temps de transport et du coup, ce temps que vous gagnez, vous allez peut-être le réaffecter à d'autres choses et potentiellement soit une activité autre qu'un déplacement, soit un déplacement, qui peuvent aussi avoir des impacts sur l'environnement. Et du coup, ça, pour le coup, c'est pas encore pris en compte dans les études, mais voilà. Ça ne saurait tarder. Alors, une question pour Jean-Roger Estrade. Comment intégrez-vous les notions de service écosystémique de la biodiversité? Alors, dans les travaux du lab, on les inclut puisque, au-delà de cet outil que j'ai présenté, hein, qui repose sur nos recherches concernant la biodiversité dans la ville, on mène aussi des recherches pour évaluer un certain nombre d'impacts. Alors, dans le principal sur lequel on travaille est celui qui porte sur le rôle de la végétalisation urbaine, sur la maîtrise, l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain. Vous savez, ce phénomène qui fait qu'au cœur des villes, les températures sont plus élevées. Eh bien, l'un des leviers que l'on peut mettre en œuvre, ce n'est pas le seul, pour atténuer cet effet d'îlot de chaleur urbain, c'est bien la végétalisation sous différentes formes des bâtiments, des quartiers, qui représente un levier tout à fait intéressant. Donc, explicitement, dans les travaux du lab, on prend bien en compte ce service écosystémique-là rendu par la nature en ville, qui est celui de la maîtrise de l'îlot de chaleur urbain. Alors, il y a d'autres aspects à la présence de végétaux ou de nature dans la ville, comme par exemple l'effet sur la qualité de l'air, et qui est un sujet sur lequel on a commencé à se pencher. Alors, pas tout à fait dans le cadre du lab environnement, mais dans les travaux menés à Grand Paris Tech. Et puis, on peut citer aussi comme autre service le rôle de la végétalisation sur le cycle de l'eau, donc sur l'écrêtage des crues liées à des orages violents et sur la perméabilisation des milieux. Donc, vous avez vu qu'un des critères importants que l'on a dans notre outil BiodivStrict, c'est donc l'estimation du degré de perméabilité des sols urbains. Et donc là encore, c'est une approche, alors pas tout à fait complète, mais en tout cas sur une partie au moins du problème, c'est une approche de l'évaluation du service écosystémique rendu sur le cycle de l'eau. Très bien, merci. Bruno, avez-vous un... On a perdu Valérie. Petite interruption de la connexion, j'ai peur. J'en profite pour répondre à une question. Il y avait l'implication des architectes et des urbanistes. Donc oui, on a un séminaire, on anime un séminaire avec des architectes et des urbanistes pour échanger avec eux sur l'utilisation de cet outil, en particulier d'analyse de cycle de vie ou de simulation énergétique. Et on enseigne dans des écoles d'architecture. Valérie nous a rejoint. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que Valérie est déconnectée pour le moment. Bon, donc on va peut-être passer la parole à Marie Larnaudy. Voilà, Marie Larnaudy, si vous êtes là, et de l'ETP Pleine Commune pour donner le témoignage de la collectivité Pleine Commune. Alors, je ne sais pas si on a perdu Marie aussi. Non, la voilà. Je ne sais pas si... On vous entend. Vous m'entendez? Oui, et on vous voit. Ok, je très vous vois, bien. En tout cas, je pense que c'est le cas. Donc, bonjour, je suis chargée de mission écologie urbaine à l'établissement public territorial de Pleine Commune qui rassemble 9 villes de Seine-Saint-Denis, juste donc au nord de Paris, et dont la ville de Saint-Denis. Donc, je voulais juste revenir sur le contexte de cette expérimentation, on va dire, de cet outil ACV. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, en tout cas, moi, je vous entends. Je ne sais pas si les autres... Tout le monde vous entend parfaitement. On vous entend très bien. Très bien. Et merci. Donc, du coup, cette expérimentation de cet outil sur un projet urbain qui est un projet assez emblématique parce que, comme le disait
Bruno Peportier et Cyril François, en fait, il se situe à proximité du futur village olympique. Il est connecté au franchissement urbain Pleyel et à la fois directement connecté au hub de transport Pleyel, qui va donc connecter un grand nombre de lignes à la fois du Grand Paris Express, la ligne 13, etc. Donc c'est une ZAC importante, en plus qui fait partie de l'appel à projet de la métropole sur les quartiers innovants. Et cette expérimentation s'inscrit dans ce que Maxime Trocmé a présenté aussi, c'est ce consortium d'industriels autour d'innovation sur la ville durable qui réunit aussi des labos de recherche, des grands groupes et des TPE, PME et puis des startups pour faire atterrir des outils donc vraiment au cœur de l'innovation sur les territoires et de mettre à disposition des collectivités, des habitants, des élus, des outils, des actions, des projets pour améliorer, on va dire, les ambitions environnementales des politiques publiques, en particulier en termes d'aménagement et de construction. Alors, évidemment, au niveau du territoire, nos élus portent énormément ces questions environnementales au travers d'un agenda 21, d'un plan climat, air, énergie qui a été adopté en février dernier. La nouvelle équipe présidée par Mathieu Hanotin a voté, délibéré autour de l'urgence climatique dès sa prise de fonction en septembre dernier au sein de l'agglomération. Mais l'intérêt de l'outil, c'est justement d'être particulièrement concret et de voir comment des ambitions portées à l'échelle de territoire s'appliquent, se mettent en œuvre avec, je veux dire, cette question de retomber sur un projet très précis, avec ses contraintes, avec ses enjeux de temporalité, ses enjeux financiers. Donc là, vraiment, c'était de se dire que cet ACV qui avait l'intérêt en plus de ne pas entre guillemets, se cantonner, même si c'est déjà un gros enjeu, à l'aspect construction, pouvait être un ACV quartier et prendre en compte l'enjeu, on va dire, de tous ces sujets environnementaux, donc comme on le voit aussi bien, question biodive, transport et évidemment construction. Donc c'était vraiment l'idée de se frotter à la réalité du terrain dans un outil qui est au départ un outil là qui vient de la recherche, mais qui doit parler aussi bien à des services de communes, à des urbanistes, à un aménageur, un investisseur avec ses contraintes et, comme je vous disais, financiers et puis les contraintes programmatiques qui étaient déjà fixées. Donc c'est pour nous un outil qui a été beaucoup un outil de sensibilisation, c'est-à-dire de pouvoir faire parler entre guillemets le projet au regard de cette entrée environnementale, pour pouvoir voir comment le curseur pouvait être mis sur certains matériaux, sur certains axes, pour voir si justement on pouvait faire bouger les lignes entre guillemets pour renforcer les ambitions. Il s'avère que c'est compliqué. On a vu que ça pouvait être compliqué, que cet outil a été presque plus un outil de sensibilisation et d'évaluation qu'hélas un outil de décision. D'où cet intérêt de voir comment, encore plus, on peut articuler par un système plus itératif ce type d'outil pour qu'il arrive, entre guillemets, au bon moment, ou en tout cas à différents moments du projet. Et je pense qu'il y a encore à travailler ces outils. Maxime de Vinci en parlait sur le fait qu'il faut absolument que cet outil soit un outil très communicant, très appropriable par des acteurs du projet urbain qui ne parlent pas toujours le même langage, mais qui n'ont pas aussi le même niveau de sensibilité ou même de connaissance sur ce que c'est que l'ACV. Et encore plus un ACV quartier, parce qu'on parle beaucoup construction, mais derrière les choix construction décident aussi du quartier, de son fonctionnement, etc. Et de faire en sorte qu'on
qu'on soit plus sur un outil de décision qu'un outil d'évaluation. Ça, c'est pour moi un gros sujet dans la fabrique du projet, pour que vraiment, ça soit des outils qui permettent d'être encore plus ambitieux sur nos projets. Et donc, du coup, je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur la formation, à la fois des équipes au sein des collectivités qui sont à la manœuvre dans le déroulé des projets et dans l'interface politique avec les élus, lors des comités de pilotage qui sont importants, où il y a des décisions qui sont prises sur est-ce qu'on va pousser une construction bois ici, quels sont les impacts financiers et même de planning, pourquoi on pousse autant dans les plans locaux d'urbanisme pour diminuer les parkings, par exemple, pour pousser encore plus des changements de comportement sur les pratiques de mobilité et pousser à l'utilisation des transports, ou en tout cas réduire l'autosolisme. Enfin, il y a plein de sujets comme ça où on se rend compte de cette importance, en tout cas, de cet outil qui est encore pas si approprié que ça dans le cadre de la fabrique des projets avec les aménageurs et les urbanistes, et qu'on a encore un beau champ devant nous. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions encore. Je ne sais pas si vous avez répondu, parce que comme vous avez pu le constater, j'ai été éjectée. Peut-être que vous en avez parlé, mais quelles conséquences concrètes de ces outils ACV vous avez pu avoir dans les décisions d'aménagement, s'il y en a eu? Alors justement, c'était vraiment une expérimentation, une première sur Plaine Commune en tant qu'utilisateur, on va dire, expérimentation d'un outil en cours de développement. On a eu des échanges parfois même très techniques avec des bureaux d'études rattachés aux promoteurs. Je sais qu'il y a eu des sujets qui ont pu avancer sur, par exemple, les pourcentages de vitrage, puisqu'il y avait clairement des chiffres qui étaient annoncés sur l'impact, par exemple, par modélisation de ces questions de vitrage, sur les questions de confort d'été, de confort d'hiver. Clairement, ce que je vous dis, c'est hélas là, par rapport à l'itération, on n'est pas allé jusqu'au bout, entre guillemets, de cette itération, parce qu'on arrivait peut-être un peu trop tard dans le projet. On se rend compte que c'est un outil qui ne doit pas, à mon avis, être un one-shot. Voilà, c'est pas, il atterrit juste à un moment. Voilà, il atterrit juste à un moment. Il doit vraiment pouvoir, et c'est pour ça que je pense que c'est un outil qui doit vraiment être saisi directement, voire mis dans les cahiers des charges des promoteurs, pour qu'il fasse partie de la présentation des choix, des choix architecturaux, des choix de programmation dans le quartier avec l'aménageur. Et là, on s'est retrouvé un peu limité, on va dire, hélas aussi pour les équipes de Paris, de Mines ParisTech, c'est confronté à un moment du projet où les choix étaient pour certains trop verrouillés, alors même que l'outil permettait énormément de possibilités de modélisation. Donc, on les a fait, ça a permis de sensibiliser, mais ça a été, pour le coup, peut-être un peu frustrant. Oui, la fameuse temporalité, c'est un sujet récurrent pour ce qui est de valoriser les résultats de la recherche. On ne fait pas toujours le colloque juste avant, au bon moment pour l'entreprise ou la collectivité ou quel que soit l'acteur. Alors, j'invite les chercheurs et Maxime également à réactiver leur caméra, puisque nous avons encore quelques minutes possibles d'échange. J'ai en particulier une question pour Jean-Roger. Comment prévoyez-vous de suivre l'évolution des impacts? C'est une question ex post, c'est-à-dire qu'on va éventuellement faire des recommandations sur la biodiversité,
Et donc, comment on évalue ensuite l'impact de ces solutions qui auront été préconisées? Ça, je trouve que c'est une question absolument essentielle parce qu'on nous fait toujours des promesses sur des tas de choses, l'hydrogène, etc. Et Oui. c'est important de vérifier après. Alors, tout à fait, je partage évidemment complètement l'importance qu'il y a à pouvoir suivre un peu sur la durée l'évolution de l'état de biodiversité dans le quartier. L'outil s'y prête complètement. Et bon, alors il faut effectivement enregistrer et sur un projet donné s'organiser pour pouvoir stocker les différentes évaluations qui vont être faites. Une sera faite en termes d'évaluation de l'état initial du quartier, une autre après la mise en place du projet, et puis pour le suivi au cours du temps de la biodiversité, donc avec des pas de temps à définir et qui dépendent un petit peu de chaque situation, on peut réutiliser l'outil pour refaire un point et analyser et surtout identifier les indicateurs ou les endroits où justement l'évolution n'est pas jugée favorable. Merci beaucoup. Et c'est effectivement une question très importante. Ouais. Général sur l'impact. J'ai perdu la question, mais c'était une question pour Madame Larnaudy à propos du timing, justement. À quel moment à quel moment faire cette jonction entre la recherche et le projet d'écoquartier? À quel moment introduire ces outils? Alors moi, j'ai envie de vous dire que c'est encore à formaliser, à travailler, mais je le vois parce que là, on travaille énormément sur l'accompagnement de la conception là, du village olympique. Et bon, il y a beaucoup de moyens quand même qui sont mis pour atteindre les objectifs d'excellence environnementale qui ont été portés dès la phase candidature. Et on se rend compte que chaque étape, mais vraiment de la phase concours jusqu'aujourd'hui où on est une phase d'après permis de construire, on se rend compte qu'à chaque étape, en tout cas, pour moi, l'outil ACV serait intéressant. On le voit parce qu'on est à chaque fois face à des... tout simplement parce que l'ACV, pour construire cette ACV, il faut rentrer des données. Et ces données, c'est vraiment le cœur le nerf de la guerre. Et il s'avère qu'à chaque étape, on a des données supplémentaires à injecter, on a des décisions qui peuvent orienter ou pas des impacts qui influent sur cette ACV, sur les bilans carbone, etc. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je le disais bien tout à l'heure, c'est un outil qui ne doit pas être un outil d'évaluation, mais du coup, qui doit s'inscrire dans la durée et pouvoir être réactualisé. Comme on suivrait un guide, cet outil doit être un guide et donc du coup il doit intervenir assez rapidement et pouvoir s'adapter à ces différentes phases et on ne peut pas tout de suite déterminer par exemple quel aménagement d'espace public en face de programmation très large d'un quartier. Donc du coup en effet il y a des éléments sur la biodiversité qui arriveront sûrement plus tard. En revanche, la question des choix, combien de logements vont être construits, sur quel nombre de bâtiments quelle emprise au sol, quelle place pour le foncier dans la pleine terre, etc. Et donc pour moi, en effet, c'est en amont, mais dans la durée. Très bien. Alors, plutôt vers les chercheurs cette fois, peut-on rappeler, expliquer comment passer du bâtiment au quartier, revenir sur ce que cela change, question technique ACV, disons. Oui, il y a un certain nombre de leviers d'action supplémentaires à l'échelle du quartier. En l'occurrence, sur les lumières, c'est posé la question de l'approvisionnement en chaleur via un micro-réseau de chaleur, gaz et bois, par exemple. Il y a aussi l'interaction des bâtiments les uns sur les autres en termes de masque solaire qui va générer des conséquences en termes de besoins de chauffage et éventuellement de climatisation ou de confort. Donc il y a un certain nombre de sujets et puis bien sûr, je vais laisser Cyril et Jean compléter sur leurs domaines respectifs. Cyril.
Il y a pas mal, pour nous, ce qui est la mobilité, la difficulté, c'est pas tant de passer du bâtiment au quartier, mais plutôt de passer à une échelle plutôt genre ville, ou qui sont plutôt des échelles sur lesquelles nous on travaille habituellement, à une échelle qui est finalement très fine pour nous, qui est le quartier. Et du coup, la difficulté, c'est vraiment de réduire ça et d'arriver en fait, à une évaluation qui devient très spécifique, intégrer des paramètres très locaux. Ça, c'est plutôt la difficulté dans nos domaines à nous. Et après, une des spécificités aussi là-dessus, ça va être vraiment, l'approche quartier, ça va être aussi l'aspect vraiment fonctionnel. Ce qu'on peut voir, c'est typiquement d'un quartier, si c'est plutôt résidentiel ou plutôt tertiaire, on va vraiment avoir des choses différentes. Donc vraiment, il y a aussi cette problématique de comment capter cette approche fonctionnelle, où nous, finalement, des fois, on va regarder que la mobilité des gens, et là, il y a les gens et des habitants, donc il y a un peu aussi cet aspect-là à prendre en compte. Merci Jean-Roger, tu veux compléter? Oui. Les principales difficultés, c'est vraiment le recueil de données sur le terrain. Ça, c'est voilà, l'identification des habitats, l'évaluation de leur connectivité, l'identification des espèces représentatives. On en a choisi 5. Voilà, c'est un travail qui est, comment on dit en anglais, time consuming, et pas toujours facile à réaliser. Et on a en tête que peut-être éventuellement l'utilisation d'un certain nombre d'outils numériques pourrait permettre d'aider à ça. Très bien. À propos de ça, peut-être pour Maxime ou les chercheurs, je ne sais pas, le BIM, le lien entre l'ACV et le BIM. Maxime, tu veux... Micro, Maxime. Maxime, active ton micro. Je ne comprenais pas pourquoi on ne m'entendait pas, désolé. Le lien entre l'ACV et le BIM, oui, bien sûr, mais à moyen terme, on va dire, parce que pour l'instant, je voyais la question, c'est les outils comme Revit. Pour l'instant, les maquettes numériques, elles ne permettent pas encore d'avoir un suivi très précis, notamment de tous les composants qui constituent le bâtiment. Et il y a un gros travail qui est fait, en tout cas par les entreprises de construction, pour mieux introduire ce qui fait notre cœur de métier dans le BIM. Et le sujet de relier tout ça aux données environnementales est clé. Mais pour l'instant, intellectuellement et intuitivement, on se rend compte que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais dans la pratique, il y a encore beaucoup de travail pour que le BIM soit vraiment une valeur ajoutée pour les projets et pas une surcouche dans nos projets de bâtiment. Alors statistiquement, aujourd'hui, il y a une maquette numérique BIM sur 4 qui permet vraiment de faire un calcul ACV dans ce qu'on reçoit des architectes. Donc il y a encore un peu de travail pour que, je dirais que ce n'est pas les architectes qui dessinent mal, c'est qu'il faut s'entendre sur un format de données qui soit compatible ensuite, qui soit utilisable pour quantifier les matériaux et l'énergie. Donc le gros sujet, encore une fois, ce n'est pas l'outil, mais c'est la façon dont on va interagir entre les différents acteurs qui travaillent sur le même objet. Merci. Alors, il y avait encore beaucoup d'autres questions, et notamment celle de l'interaction avec les architectes. Peut-être quelqu'un très rapidement. Non, désolé, on a dépassé le temps. On y a répondu. Ah d'accord, très bien. Quand j'étais pas là, donc c'est parfait. Écoutez, voilà, je vais rendre la parole au reste de l'Assemblée, et je vous remercie à nouveau. On voit bien que tout ça est très compliqué, que ça mobilise des tas de disciplines différentes, et que on voit bien qu'on aimerait que l'ACV ou d'autres méthodes soient vraiment inclus dans les décisions, pourquoi pas dans les cahiers des charges fonctionnelles, dans le BIM, dans la maquette numérique, dans tous les jumeaux numériques qu'on va construire. On pourrait faire un lien avec les jumeaux numériques en général. Voilà, en tout cas, je laisse la parole maintenant à Nadège, et merci à vous tous, et merci à la salle qui est très active. Merci, au revoir. Merci Valérie, et merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les intervenants de nous avoir pris par la main pour cette première table ronde de découverte sur ce beau projet des Lumières, du quartier des Lumières. On dit souvent que la réalité est complexe et que la CV est un outil complexe, et ça nous permet quand même de se glisser dans cette boîte noire pour en voir quand même différentes facettes et dimensions et les enjeux en effet du passage d'un outil d'évaluation pour aller progressivement vers un outil d'aide à la décision. Et on est pour le moment dans cette étape intermédiaire décrite, Marie, d'outils de sensibilisation peut-être, ce qui est déjà beaucoup, et avec beaucoup de perspectives aussi.